La veille du jour où notre adoption devait être finalisée, mon mari m'a laissé tomber. Aujourd'hui, il réapparaît et me supplie de lui redonner sa place dans notre famille. Avec Brian, on avait passé 2 ans à naviguer le parcours du combattant qu'est l'adoption, après avoir compris que je n'aurais jamais d'enfant naturellement. On venait d'être mis en contact avec une petite fille adorable, et le lendemain, elle devait rentrer chez nous. Mais là, Brian m'a prise à part, m'a regardé droit dans les yeux et m'a avoué qu'il se mentait à lui-même depuis le début, qu'il n'arrivait pas à accepter l'adoption. J'ai besoin d'avoir mes propres enfants, je ne peux plus continuer à faire semblant, m'a-t-il balancé, alors que la photo de Sophia trônait sur la table basse. Je veux des enfants à moi, et tu ne peux pas me donner ça. Il m'a annoncé dans la foulée qu'il avait déjà lancé une procédure de divorce. Je me suis effondrée, j'ai supplié, pleuré jusqu'à m'en casser la voix. Rien n'a changé. Le lendemain matin, l'agence d'adoption m'a appelé, m'expliquant qu'ils ne pouvaient pas confier Sophia à une mère célibataire parce qu'elle devait aller dans une famille stable à 2 parents. En 24 heures, j'avais tout perdu. Mon mari et ma fille. Après 6 mois qui ont été un vrai cauchemar, je me suis retrouvée assise dans une autre agence, à remplir seule les papiers pour adopter, pendant que l'assistante sociale me demandait si j'étais vraiment prête à me lancer toute seule. Je lui ai répondu que je n'avais jamais été aussi décidée. Elle m'a alors montré des dossiers d'enfants placés qui cherchaient une famille. Je me suis arrêtée sur la photo d'Alina, 7 ans, une petite fille, qui adorait la peinture et la lecture, mais qui avait du mal à faire confiance après avoir été trimballée de famille en famille. Dans son regard, il y avait cette même tristesse que j'avais ressentie le jour où Brian était parti. Et tout de suite, j'ai su qu'elle était faite pour être ma fille. La première fois que j'ai rencontré Alina, elle était là, assise dans le salon de sa famille d'accueil, un livre ouvert sur les genoux, mais elle passait plus de temps à m'observer qu'à lire, histoire de voir si j'allais être, moi aussi, une adulte de plus à la décevoir. Elle n'a pas hésité à me demander pourquoi je voulais adopter une grande alors que tout le monde ne cherchait que des bébés. Je lui ai dit la vérité. Alors, on est 2 laissés de côté, a-t-elle lâché, pour tester ma réaction. Exactement. Ce qui veut dire qu'on se comprend, lui ai-je répondu, et j'ai vu naître chez elle un premier sourire. 3 mois plus tard, j'étais officiellement sa mère. On a fêté ça en dînant de glace. Elle me vernissait les ongles en me racontant toutes les maisons où elle n'avait jamais trouvé sa place. Moins d'1 an après, elle m'appelait maman sans que je le lui demande. Je l'aidais à faire ses devoirs. Je lui tressais les cheveux avant ses spectacles de danse. On avait nos blagues à nous, notre rituel pancakes du samedi matin, tout ce que je croyais perdu à jamais. Elle faisait parfois des cauchemars. Il y avait des jours où elle me poussait à bout, juste pour voir si j'allais la rejeter comme les autres, mais sa psy était épatée de la voir s'ouvrir aussi vite. J'aurais voulu lui dire que c'était parce qu'on s'était sauvés mutuellement, mais ça faisait un peu trop roman. Et puis un soir, Brian a surgi, pile pendant la pièce de théâtre où Alina tenait le rôle principal. J'ai failli en lâcher mon téléphone. J'étais sous le choc. Comment avait-il su? Il était au fond de la salle, méconnaissable, froissé, éteint, et j'ai passé toute la représentation à me demander si je n'avais pas rêvé. Après l'ovation, il est venu m'aborder dans le hall pendant qu'Alina posait pour des photos avec ses copines. J'ai tout de suite voulu savoir comment il nous avait retrouvés. Ta sœur a eu pitié de moi. Elle m'a parlé de la pièce, a-t-il marmonné, les yeux rougis, accroché du regard à Alina qui riait avec ses amis. Elle m'a dit que tu avais refait ta vie, que tu étais heureuse avec ta fille, alors que moi, à 43 ans, je vis dans une chambre minable, je me nourris de céréales parce que je n'ai même pas réussi à cuire des pâtes sans les cramer. L'odeur de whisky à 2 heures de l'après-midi m'a presque fait reculer. Mais il a continué, expliquant que toutes les femmes qu'il avait rencontrées depuis fuyaient en apprenant qu'il avait abandonné sa femme juste avant une adoption. Celle qui restait n'en avait que pour mon argent, et il est parti en fumée dans les traitements de fertilité avec mon ex, qui m'a largué quand ça n'a pas marché, a-t-il fini par avouer d'un rire amer. J'ai fait la plus grosse erreur de ma vie en te quittant. Je suis tellement seule que je fais la conversation au chauffeur Uber, juste pour entendre une voix. Et maintenant je réalise que j'avais tout, et que j'ai tout fichu en l'air pour un rêve impossible. Alina nous a rejoints, encore en costume, et s'est tout de suite placée entre nous, le regard dur. « Maman, ce monsieur t'embête ?» a-t-elle lancé assez fort pour que le vigile commence à s'approcher. Brian s'est décomposé en l'entendant m'appeler maman, puis il s'est effondré en larmes, là, devant tout le monde. Ça aurait dû être notre fille qui t'appelle maman, mais j'ai tout gâché parce que je n'ai pas eu le courage d'accepter l'adoption. Je lui ai répondu qu'il avait bien raison sur sa lâcheté, mais qu'il se trompait sur Alina. Elle avait toujours été destinée à être ma fille, et on s'était trouvés, sans lui. S'il te plaît, laisse-moi au moins essayer de recoller les morceaux, a-t-il supplié, carrément à genoux sous le regard de tous, les portables déjà sortis pour filmer la scène. Le vigile l'a saisi par l'épaule, mais Brian s'est agrippé à ma cheville, désespéré, et c'est là qu'il a prononcé ces mots qui m'ont glacée. Je vous surveille toutes les deux depuis des mois, je connais vos habitudes, et je ne partirai pas tant que tu ne me laisseras pas avoir une place dans cette famille, parce que je n'ai plus rien à perdre. Le vigile l'a arraché à moi et l'a remis debout, pendant que des parents venaient s'interposer pour nous protéger. J'avais les mains qui tremblaient en attrapant le bras d'Alina pour nous faufiler vers la sortie au milieu de la foule. Brian criait quelque chose derrière, mais je n'entendais rien. Mon cœur cognait trop fort. Les parents éloignaient à leurs enfants, certains filmaient tout.
Mes jambes étaient en coton. Il a fallu que je m'appuie un instant contre le mur avant de pouvoir sortir. Le parking était inondé de soleil quand, tremblante, j'ai fouillé mon sac pour trouver mes clés et ouvrir la voiture. Alina s'est installée à l'arrière sans un mot et j'ai verrouillé les portes aussitôt. J'ai sorti mon téléphone, tapé le 17 et me suis mise à faire les 100 pas à côté de la voiture, nerveuse. L'opératrice a répondu à la deuxième sonnerie. Je peinais à aligner mes phrases tant l'émotion me submergeait, mais elle m'a calmée d'une voix douce. Respirez, parlez doucement. J'ai réussi à lui expliquer que mon ex-mari nous harcelait et qu'il venait de me coincer devant l'école de ma fille. Elle m'a rassurée en m'informant que des agents étaient déjà en route, puisque plusieurs autres parents avaient signalé l'incident. J'apercevais Brian derrière les portes vitrées, toujours en pleine altercation avec le vigile qui peinait à le maintenir contre le mur. Des familles s'éloignaient, enfants à la main, nous jetant des regards à la fois inquiets et compatissants. Moins de 10 minutes plus tard, 2 voitures de police ont déboulé sur le parking. Les agents sont entrés sans perdre une seconde. Une autre voiture s'est garée, un homme en costume sombre en est sorti, carnet à la main. Il s'est approché de moi. Je suis l'inspecteur Joshua Guthrie. Il m'a demandé si j'allais bien, si Alina avait besoin de voir un médecin. J'ai fait non de la tête, puis j'ai tout raconté depuis le début. Il notait chaque détail, posant des questions précises sur les propos et les gestes de Brian. Un autre agent interrogeait les parents témoins à l'intérieur. L'inspecteur Guthrie m'a expliqué que Brian venait de commettre une agression et que le fait qu'il ait reconnu nous avoir surveillés constituait du harcèlement aggravé. Il m'a assuré qu'ils avaient suffisamment de témoignages et d'images pour procéder immédiatement à son arrestation. Par la vitre de la voiture, j'ai vu Brian me noter, conduit vers la voiture de police, le visage rouge de rage, cherchant du regard à croiser le nôtre, mais l'agent lui maintenait la tête baissée. L'inspecteur Guthrie m'a remis sa carte, précisant qu'il aurait besoin de ma déposition complète au commissariat, mais qu'on pouvait d'abord rentrer à la maison. Il m'a conseillé de contacter sans attendre un avocat spécialisé en droit de la famille pour obtenir une ordonnance de protection. Le retour m'a semblé interminable. Je ne cessais de scruter les rétroviseurs, angoissée à l'idée qu'on puisse nous suivre. Alina, silencieuse, triturait nerveusement l'ourlet de son déguisement à l'arrière. Une fois chez nous, j'ai inspecté chaque pièce malgré la certitude que Brian était en garde à vue. Ce soir-là, après qu'Alina s'est enfin endormie, j'ai commandé illico une caméra de sonnette en livraison express. J'ai installé l'application sur mon téléphone, activé toutes les alertes de mouvement, puis j'ai vérifié chaque verrou de fenêtre, calé des chaises sous les poignées des portes. Chaque voiture passant dans la rue me faisait bondir. Je courais à la fenêtre, incapable de tenir en place, passant d'une pièce à l'autre pour m'assurer que tout était bien verrouillé. Vers minuit, j'ai tenté de dormir mais je me relevais sans cesse pour vérifier qu'Alina dormait bien et jeter un œil dehors. Au matin, j'ai appelé le numéro que l'inspecteur Guthrie m'avait donné pour joindre Sienna Webster. Son assistante m'a proposé un rendez-vous d'urgence dans l'après-midi. J'ai déposé Alina à l'école, expliqué la situation à l'équipe éducative, qui a promis de la garder à l'intérieur pendant la récréation et de ne remettre l'enfant qu'à moi. Chez l'avocate, Sienna m'a accueillie en consultant déjà le rapport de police que Guthrie lui avait transmis. Elle m'a expliqué qu'il fallait déposer rapidement une demande d'ordonnance de protection à cause des menaces et de l'agression de Brian, précisant que la procédure prendrait quelques semaines, mais qu'une mesure temporaire pouvait être accordée en quelques jours. Elle m'a aidé à rédiger une déclaration détaillée, incluant les aveux de Brian concernant le harcèlement. Ce soir-là, à la table de la cuisine, j'ai pris le temps d'expliquer à Alina que Brian faisait partie de mon passé, que c'était un homme perdu et que la police veillait à ce qu'il ne s'approche plus de nous. Elle a écouté sans rien dire, puis a demandé d'une petite voix si on devait préparer des sacs d'urgence comme elle le faisait en famille d'accueil. Mon cœur s'est serré, mais je l'ai rassurée. On est en sécurité ici. Elle a hoché la tête, même si je voyais bien qu'elle doutait encore. Le lendemain, River Cavanaugh m'a appelé personnellement, m'indiquant qu'il avait été informé des faits et qu'il souhaitait renforcer la sécurité à l'école. Un mot de passe serait désormais exigé pour le ramassage d'Alina, que je serais la seule à connaître, et elle attendrait dans le bureau jusqu'à mon arrivée. Il m'a assuré que la photo de Brian avait été transmise à tout le personnel et à la sécurité. Consigne stricte de ne pas le laisser mettre un pied dans l'école. J'ai senti qu'il prenait la situation très au sérieux et qu'il ferait tout pour protéger Alina. Après avoir raccroché, j'ai finalement appelé ma sœur. Elle a décroché en pleurs, s'excusant aussitôt. Je l'ai interrompue, lui disant que sa compassion pour Brian avait mis Alina et moi en danger et que je ne pouvais pas lui pardonner pour l'instant. Elle a tenté de se justifier, disant qu'il avait l'air si perdu, mais je ne voulais rien entendre. J'ai insisté sur le fait qu'elle avait trahi ma confiance en lui parlant de notre vie, et j'ai raccroché alors qu'elle sanglotait. 2 jours plus tard, Anastasia Schaeffer m'a contactée pour un rendez-vous en urgence. J'y suis allée avec Alina, qui a passé la séance à dessiner. Elle a représenté notre appartement protégé par d'épais murs noirs, puis nous a dessiné à l'intérieur, séparés de la porte par d'autres cloisons. Anastasia m'a expliqué qu'Alina essayait ainsi de mettre à distance le traumatisme, d'inventer une sécurité à travers ses dessins. Elle m'a donné des conseils pour accompagner Alina sans laisser ma propre peur empirer la situation, insistant sur le fait que les enfants ressentaient l'anxiété des adultes et que je devais afficher du calme, même si je ne le ressentais pas au fond. La semaine suivante, Sienna m'a appelé. Il était temps de déposer officiellement la demande d'ordonnance de protection. Nous sommes allés à son cabinet. Nous avons passé 3 heures à revoir chaque détail. Sienna avait récupéré les vidéos tournées par les parents, préparé des captures où l'on voyait Brian à genoux, agrippant ma cheville. Elle a ajouté tout ça au dossier, avec ma déclaration et le rapport de police.
Elle précisa que le dossier tenait la route et que les juges prenaient très au sérieux les affaires de harcèlement impliquant des enfants. Ce soir-là, j'ai retrouvé Alina assise sur son lit, toutes les lumières de sa chambre allumées, même la lampe de bureau et la veilleuse qu'elle n'utilisait plus depuis longtemps. Elle faisait semblant de lire, mais ne cessait de jeter des coups d'œil anxieux vers la porte. Et quand je lui ai demandé si ça allait, elle s'est contentée de hausser les épaules en disant qu'elle n'était pas fatiguée. Je me suis assise à côté d'elle, lui ai doucement caressé le dos, jusqu'à ce qu'elle finisse par avouer qu'elle avait peur que Brian vienne jusqu'à chez nous, même si je lui avais promis que la police s'occupait de tout. Le lendemain matin, elle m'a demandé si elle pouvait rester à la maison. J'ai compris qu'elle me testait, cherchant à voir si j'allais la protéger ou si, comme tant d'adultes auparavant, j'allais la forcer à retourner à l'école. Je l'ai laissée rester ce jour-là, et on a passé la journée à regarder des films sur le canapé, son sac à dos posé à côté d'elle comme si elle devait pouvoir partir à tout moment. Je lui ai expliqué qu'on ne pouvait pas laisser la peur guider nos vies, et que le lendemain, il faudrait retourner à l'école, mais qu'aujourd'hui, on prenait juste soin de nous. Elle a acquiescé et s'est blottie contre moi, mais je voyais bien qu'à chaque fois qu'elle allait aux toilettes, elle vérifiait que la porte était bien fermée à clé. 3 jours plus tard, en arrivant au travail, j'ai découvert des roses rouges glissées sous mon essuie-glace, sans un mot, mais j'ai immédiatement reconnu l'écriture de Brian sur la petite enveloppe. J'avais les mains qui tremblaient en prenant des photos sous tous les angles, puis j'ai soigneusement rangé les fleurs dans un sac plastique trouvé dans la voiture. J'ai aussitôt appelé le détective Guthrie, qui m'a demandé d'apporter tout ça au commissariat pour l'ajouter au dossier comme preuve de contact malgré l'interdiction. Il a pris ma déposition, tout photographié, mais m'a expliqué que tant que Brian n'aurait pas été officiellement notifié de l'ordonnance de protection, il ne pourrait pas l'arrêter pour avoir laissé des fleurs, même si nous savions tous les deux qu'il s'agissait d'une intimidation à peine voilée. 2 jours plus tard, Sienna m'a appelé pour m'annoncer que le juge avait étudié notre dossier et accordé une ordonnance de protection temporaire, effective immédiatement. Elle m'a expliqué qu'une audience était fixée dans 3 semaines pour l'ordonnance définitive et que je devrais m'y préparer à témoigner sur tout ce qui s'était passé. Ce fut un vrai soulagement, mais elle m'a tout de suite prévenu que l'ordonnance ne valait pas grand-chose tant que Brian ne l'aurait pas reçue en main propre et qu'il n'aurait pas été officiellement informé de l'obligation de rester loin de nous. Ce même après-midi, mon téléphone a vibré. C'était ma sœur qui m'écrivait à quel point elle était désolée, combien elle se sentait coupable d'avoir donné à Brian notre adresse. Elle ne parlait que de ses propres remords, de son mal-être, mais jamais elle ne demandait si on allait bien, ni ne reconnaissait vraiment le danger dans lequel elle nous avait mis. Je n'ai rien répondu, mais j'ai fait des captures d'écran de tout, y compris du passage où elle admettait avoir donné à Brian notre localisation et des détails sur la pièce de théâtre de l'école. Plus tard dans la soirée, en faisant défiler les réseaux sociaux, j'ai remarqué plusieurs nouvelles demandes d'abonnement provenant de comptes sans photo ni identité claire, avec des pseudos bizarres. En y jetant un œil, j'ai vu qu'ils avaient tous été créés récemment et qu'ils passèrent leur temps à aimer d'anciennes photos d'Alina et moi, parfois âgées de plusieurs mois. L'un avait aimé une photo de l'anniversaire d'Alina, un autre toutes celles de nos vacances d'été. J'ai tout sauvegardé avec des captures d'écran avant de passer mes comptes en privé et de bloquer chaque profil suspect, mais je savais bien que Brian créerait d'autres faux profils. Le lendemain matin, le détective Guthrie m'a rappelé. Il m'a expliqué qu'en l'absence de notification officielle de l'ordonnance d'éloignement à Brian, il ne pouvait pour l'instant que consigner ses entorses, sans possibilité de l'arrêter. Il a reconnu que c'était frustrant pour tout le monde, mais la loi imposait des étapes précises et il fallait souvent accumuler des preuves avant de pouvoir agir efficacement dans les affaires de harcèlement. J'avais envie d'exploser devant tant d'injustices, mais je l'ai remercié et me suis efforcée de tout documenter avec rigueur. Quelques jours plus tard, l'enseignante d'Alina m'a envoyé un mail. Elle s'inquiétait du changement d'attitude d'Alina à l'école, qui gardait désormais son sac à dos posé sur son bureau au lieu de le mettre dans son casier, et ne participait plus aux activités de groupe. L'enseignante avait aussi remarqué qu'Alina fixait la porte en permanence et m'a demandé si tout allait bien chez nous. J'ai appelé l'école pour lui expliquer la situation sans entrer dans les détails, et on a convenu qu'Alina pourrait garder son sac avec elle si cela la rassurait. Ce jeudi-là, vers 2h du matin, une notification de la caméra de la sonnette m'a réveillée. J'ai ouvert l'application et mon sang s'est glacé. La vidéo montrait la voiture de Brian roulant au ralenti devant notre immeuble, et sur l'image la plus nette, on le voyait regarder droit vers nos fenêtres. La plaque d'immatriculation était bien visible, et l'horodatage montrait qu'il était passé 3 fois en 10 minutes. J'ai sauvegardé la vidéo sur le champ et l'ai mise sur le cloud avant de l'envoyer à Sienna et au détective Guthrie, accompagné d'un message signalant ce nouvel incident. La semaine suivante, Sienna m'a reçue dans son bureau pour préparer l'audience concernant l'ordonnance d'éloignement. Elle m'a expliqué que Brian aurait sans doute un avocat tenté de minimiser ses actes, puis elle m'a entraînée à rester calme et à m'en tenir au fait lors de mon témoignage, au lieu de me laisser submerger par l'émotion, même si, à ce stade, j'avais juste envie d'éclater en sanglots ou de hurler. Elle m'a dit que les juges réagissaient bien mieux aux preuves concrètes qu'aux plaidoyers pleins d'émotions, et que grâce à tout ce que j'avais documenté, nous avions de solides arguments. Ce même jour, mon téléphone a sonné avec un numéro inconnu,
Je n'ai pas décroché, alors il a aussitôt rappelé avec un autre numéro. Les messages vocaux se sont enchaînés. La voix de Brian, tantôt pleine de sanglots et d'excuses, tantôt furieuse et accusatrice, m'accusant de lui gâcher la vie. Un des messages m'accusait d'être cruel parce que j'éloignais Brian de la famille qu'il estimait méritée. Un autre disait qu'il était désolé pour tout et qu'il voulait simplement parler. Je n'ai pas eu le courage d'écouter la plupart jusqu'au bout, mais je les ai tous gardés, et j'ai passé une bonne heure à recopier les passages importants pour notre dossier. Le lendemain matin, River m'a convoqué dans son bureau avant les cours pour m'expliquer le nouveau système de sortie. Désormais, Alina attendrait dans le bureau principal et non plus dans sa zone habituelle, jusqu'à ce que je vienne la chercher. Elle n'a pas du tout apprécié d'être traitée différemment des autres enfants lorsque je le lui ai expliqué dans l'après-midi. Elle n'arrêtait pas de me demander pourquoi elle ne pouvait pas attendre dehors comme tout le monde, mais je lui ai assuré que ce n'était qu'une question de semaines, le temps que la situation s'apaise. Le soir même, ma sœur m'a envoyé un message pour me dire qu'elle voulait réparer ses erreurs et qu'elle proposait de rédiger une déclaration pour le tribunal sur la consommation d'alcool de Brian et la mauvaise mine qu'il avait lorsqu'elle l'avait vu. J'ai transmis son message à Sienna, qui a confirmé que cela pouvait nous être utile. Alors je lui ai juste répondu « oui », sans donner suite à ses autres messages où elle me demandait si on pouvait discuter. 2 jours plus tard, j'ai reçu un mail professionnel de Brian, et rien que l'objet m'a glacé le sang. Il avait écrit « Sophia » à la chaîne, une 20aine de fois. Son mail était interminable. Il y racontait que Sophia aurait dû être notre bébé, qu'il l'avait retrouvée sur Internet et découvert qu'elle avait été adoptée par un autre couple, qui postait des photos de son anniversaire sur Facebook. Il affirmait que ces gens avaient volé notre vie, qu'Alina était gentille, mais qu'elle n'était pas vraiment à nous comme Sophia l'aurait été, puisque nous ne l'avions pas eu bébé. J'ai transféré le mail à Sienna et au détective Guthrie sans pouvoir aller plus loin que les premiers paragraphes, tant ça me retournait l'estomac. Ce jeudi-là, pendant la séance avec la psychologue d'Alina, elle a regardé Anastasia, puis moi, et m'a demandé d'une voix toute faible si Brian pouvait l'emmener loin de moi et la renvoyer en famille d'accueil. Je l'ai prise sur mes genoux, là sur le canapé, et je lui ai expliqué que notre adoption était définitive et légale, que personne ne pourrait jamais revenir dessus, même si au fond de moi, mon cœur battait la chamade, car si jamais Brian tentait quelque chose devant les tribunaux, Anastasia a pris le relais pour lui expliquer le fonctionnement de l'adoption et le fait que Brian n'avait plus aucun droit sur elle. Mais j'ai bien vu qu'Alina restait inquiète et qu'elle me serrait la main plus fort que d'habitude. Le vendredi après-midi, le détective Guthrie m'a appelé pour m'informer qu'ils avaient enfin remis l'ordonnance d'éloignement provisoire à Brian, à son immeuble, ce matin-là. Il m'a raconté que Brian avait ouvert la porte à 11h, complètement ivre, et s'était effondré en larmes en découvrant les papiers, mais qu'il les avait pris sans opposer de résistance. Le détective m'a prévenu que souvent, une fois la notification faite, les gens réagissent encore plus mal parce que tout devient concret et officiel, et que Brian risquait de chercher à me contacter de façon encore plus désespérée. Ce week-end-là, Alina s'est réveillée en hurlant à 2h du matin, chose qui n'était plus arrivée depuis des mois, persuadée que quelqu'un l'emmenait loin de moi et qu'elle ne réussirait pas à me retrouver. Je l'ai serrée contre moi pendant qu'elle tremblait. Puis nous sommes allés à la cuisine préparer un chocolat chaud, même si la nuit était bien entamée. Elle s'est assise sur le plan de travail pendant que je faisais chauffer le lait, et je lui ai rappelé toutes les personnes qui veillaient sur nous. La police, les avocats, l'école. Nous avons veillé devant des dessins animés, jusqu'à ce qu'elle s'endorme sur mon épaule. Puis je l'ai portée dans son lit, en me demandant combien de temps les cauchemars allaient durer cette fois. Lundi matin, Sienna m'a appelé pour m'apprendre que Brian avait engagé un avocat, un certain Constantine Pug, qui souhaitait négocier des modalités autour de l'ordonnance de protection. Constantine voudrait trouver un compromis pour que Brian puisse envoyer des lettres ou passer des appels téléphoniques sous surveillance, m'a-t-elle expliqué. Mais j'ai été très claire, il n'en est pas question. On demande l'ordonnance complète, la protection maximale. Apparemment, Constantine a plaidé que son client traversait une crise et avait besoin d'avancer, mais Sienna l'a arrêté net, rappelant que le harcèlement et les agressions n'étaient pas des symptômes qui réclamèrent l'indulgence. J'ai dû, ce même après-midi, appeler l'assistante sociale chargée de l'adoption d'Alina pour l'informer de toute l'histoire, car c'est obligatoire dès qu'un problème juridique ou de sécurité survient. Elle a tout noté, m'a écouté sans m'interrompre, puis m'a rassurée en me confirmant que tout cela n'aurait aucune incidence sur le dossier d'Alina, Brian n'ayant aucun lien légal avec elle. Elle m'a assuré qu'elle consignerait tout dans le dossier et m'a proposé de rédiger une lettre à présenter au tribunal pour appuyer notre demande de protection, si besoin. Le mercredi matin, Anastasia m'a appelé au travail. Brian s'était posté devant l'entrée de son immeuble et restait là sur le trottoir, sans rien tenter d'autre que fixer le bâtiment, même après l'intervention de la sécurité qui lui avait demandé de partir. Il n'a pas essayé d'entrer ni de dépasser la distance imposée, mais il était resté planté 21 minutes avant de s'éloigner. Elle avait déjà prévenu la sécurité de l'immeuble et voulait que je sois au courant immédiatement, au cas où il tenterait de m'approcher ailleurs. Cet après-midi-là, mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer sous les messages et les mails des parents présents à la pièce de théâtre de l'école, qui se proposaient pour témoigner de ce qu'ils avaient vu. Une mère m'a même envoyé la vidéo qu'elle avait filmée, où on voyait clairement Brian à genoux, agrippant ma cheville, tandis qu'Alina se tenait entre nous, prête à intervenir. Une autre a écrit qu'elle avait tout entendu des menaces de Brian,
qui disaient nous observer depuis des mois et étaient prêtes à témoigner devant le tribunal. Leur soutien m'a fait un bien fou, surtout parce que les messages de Brian me faisaient douter de moi, à force d'insister sur le fait qu'il voulait juste s'excuser, que j'étais cruelle de l'éloigner. Savoir que d'autres confirmaient que ce qui s'était passé était effrayant et inacceptable m'a permis de me sentir moins seule, moins folle d'avoir peur de lui. Le jeudi après-midi, j'ai installé Alina à la table de la cuisine avec un carnet pour qu'on revoie ensemble, point par point, notre plan de sécurité. Elle a recopié mon numéro de téléphone 5 fois de suite, jusqu'à pouvoir le réciter sans se tromper dans un sens comme dans l'autre, pendant que je lui demandais à quel professeur elle ferait confiance au cas où il lui arriverait quelque chose à l'école. On a revu ensemble la marche à suivre si jamais Brian se montrait pendant la récré, et elle m'a assuré qu'elle filerait tout droit au bureau sans s'arrêter lui parler. Elle a pris une feuille pour dessiner le plan de notre immeuble, a indiqué toutes les issues et entouré les voisins chez qui elle pourrait demander de l'aide. Ses petites mains serrèrent le crayon si fort que ses jointures devenaient blanches, mais elle continuait, minutieuse, à tout dessiner et à annoter chaque détail. Le lendemain matin, River m'a appelé au bureau pour me prévenir que Brian était garé dans sa voiture, juste après la sortie de l'école, à observer les enfants qui arrivaient pour la dépose. Les agents de sécurité sont allés lui parler, mais il a simplement répondu qu'il n'était pas, techniquement, sur le terrain de l'école. Alors, ils ont préféré prévenir la police tout en gardant un œil sur lui. Quand les policiers sont arrivés, Brian était déjà parti, mais River m'a dit qu'il avait attendu là 40 minutes à prendre des photos avec son portable. J'ai quitté le travail plus tôt pour aller chercher Alina. Elle m'attendait déjà au bureau, son sac sur le dos, prête à partir comme si c'était une fuite. Le soir, l'inspecteur Guthrie est passé à l'appartement avec des recommandations pour bouleverser nos habitudes, puisque Brian semblait connaître nos horaires par cœur. Il m'a montré plusieurs itinéraires possibles et conseillé de changer d'heure de départ tous les jours, même si ça voulait dire se lever à l'aube. J'ai commencé à programmer mon réveil à des heures complètement différentes, entre 5h et 6h30, et à alterner 3 trajets différents pour accompagner Alina à l'école. Certains matins, on quittait la maison 20 minutes plus tôt pour prendre un petit déjeuner au café. D'autres jours, on partait en catastrophe à la dernière minute. Ces changements permanents me vidaient, mais dès que j'avais envie de lâcher prise, je revoyais Brian, posté devant l'école, à prendre des photos. Ma sœur m'a envoyé un chèque de 5 000 $ accompagné d'un mot disant que c'était pour tout ce qui pourrait servir à renforcer notre sécurité et qu'elle regrettait tout ce qui s'était passé. Je l'ai encaissé sans l'appeler et j'ai tout investi dans des serrures neuves pour chaque porte, des détecteurs de mouvement dans le couloir et un système de vidéosurveillance plus performant, avec enregistrement dans le cloud. Le serrurier a tout installé dans l'après-midi, sous le regard curieux d'Alina qui lui posait 1000 questions sur la façon dont les serrures résistaient aux tentatives d'effraction. Sa maîtresse a alors proposé qu'elle entre chaque matin par la porte du parking du personnel, pour éviter l'entrée principale où les parents se massaient. Le concierge ouvrait chaque jour spécialement pour nous et la raccompagnait jusqu'à sa classe, pendant que je la surveillais depuis la voiture pour être sûre qu'elle entrait bien. Les autres enfants demandèrent pourquoi elle avait droit à un passe-droit, mais Alina haussait les épaules avec un « c'est une histoire de grand, vous n'avez pas à vous en soucier ». Le samedi soir, alors que je regardais un film sur mon ordinateur, le visage de Brian est soudain apparu comme photo de profil sur mon compte de streaming. Le nom de profil avait été changé en « je suis désolé, pardonne-moi s'il te plaît ». Et tous les autres profils affichèrent des messages comme « tu me manques » ou « on est fait l'un pour l'autre » en guise de nom. J'avais les mains qui tremblaient en changeant tous mes mots de passe et en activant la double authentification partout, même si ça voulait dire recevoir des SMS à longueur de journée. J'ai passé la nuit à fouiller mes mails, à retrouver tous les comptes que j'aurais pu oublier pour modifier chaque mot de passe. 3 semaines plus tard, Sienna m'a appelé pour m'annoncer que l'audience concernant l'ordonnance de protection était fixée au mardi suivant, à 9h. Elle est venue chez moi le dimanche après-midi, armée d'un classeur rempli de pièces, et on a passé plus de 4 heures à préparer ce que je devrais dire devant le juge. Elle m'a fait répéter la description de l'incident à l'école encore et encore, jusqu'à ce que je sois capable de tout raconter sans m'effondrer, ni me laisser emporter par la colère. Mardi matin, j'ai enfilé ma tenue la plus sobre et pris la route du tribunal, le ventre noué, persuadée que j'allais vomir. La salle d'audience était beaucoup plus petite que ce que j'avais imaginé, avec des boiseries sombres et des bancs si inconfortables que j'avais déjà mal au dos au bout de quelques minutes. Brian était assis à une table avec Constantine, visiblement amaigri depuis la pièce de théâtre de l'école, son costume flottant sur ses épaules. Quand le juge m'a appelé à la barre, j'ai traversé la salle sur des jambes de coton et levé la main droite pour prêter serment. Sienna s'est levée pour m'accompagner, me guidant à travers toutes les questions sur Brian, depuis la soirée de la pièce jusqu'au piratage de mes comptes. Ma voix s'est brisée en racontant comment il m'avait agrippée à la cheville, mais j'ai continué à dérouler la liste des violations et des menaces. Le juge prenait des notes, me faisant parfois répéter certaines dates ou préciser des détails sur certains incidents. Au bout d'une heure de témoignage, j'avais la gorge sèche et les mains crispées sur le rebord du box. Ma sœur est passée ensuite, et j'ai vu ses mains trembler pendant qu'elle expliquait que Brian était venu chez elle ivre, la suppliant d'obtenir des informations sur nous. Elle a raconté que son alcoolisme empirait et qu'il pouvait parler pendant des heures de son obsession à vouloir reconstituer notre famille.
coûte que coûte. Sa voix s'est raffermie au moment d'expliquer la culpabilité qu'elle avait ressentie d'avoir parlé de la pièce à Brian, et la façon dont cette seule erreur nous avait mises toutes les deux en danger. Constantine s'est alors levée pour tenter de présenter Brian comme un pauvre homme malheureux qui voulait juste s'excuser pour son passé. Il a évoqué sa dépression et sa solitude, mais le juge l'a coupé court, rappelant que les problèmes de santé mentale n'excusaient en rien le harcèlement et les agressions. Constantine a insisté, affirmant que Brian n'avait jamais eu l'intention de faire du mal, mais le juge a sorti les photos où on voyait la main de Brian serrant ma cheville à l'école. La preuve était indiscutable, en couleur. On voyait Brian à genoux, cramponné à moi, pendant que ma fille se tenait entre nous, le visage complètement paniqué. Le juge s'est tourné vers Brian, lui demandant s'il avait quelque chose à ajouter, mais il est resté muet, les yeux rivés à la table, secouant juste la tête. Après avoir tout passé en revue pendant une vingtaine de minutes, le juge a prononcé une ordonnance restrictive de 3 ans, assortie de conditions très strictes. Interdiction pour Brian de s'approcher à moins de 500 pieds de chez nous, de mon travail ou de l'école d'Alina. Il a aussi exigé qu'il suive une cure de désintoxication dans les 2 mois et qu'il remette toutes ses armes à feu à la police dans les 48 heures. Quand l'huissier a ouvert la porte du tribunal, je me suis précipitée dans le couloir, serrant tellement fort les papiers de l'ordonnance qu'ils en étaient froissés, tandis que Sienna rangeait sa mallette et me soufflait qu'on venait vraiment de gagner, que désormais on était protégé pour 3 ans. Mes jambes tremblaient encore en descendant les marches, mais le vent frais sur mon visage m'a fait un bien fou, et pour la première fois depuis des semaines, j'ai eu l'impression de respirer normalement, sans cette boule constante dans la poitrine. Je suis allée chercher Alina à son activité, lui ai montré le tampon du tribunal, et je lui ai expliqué que Brian n'avait plus le droit de nous approcher, sinon la police interviendrait sans attendre. Le soir, on a commandé 2 grandes pizzas très fromage, lancé son film préféré, celui où l'héroïne sauve son village, et construit une cabane en couverture dans le salon, à manger directement dans les boîtes. Elle s'est endormie à moitié film, la tête sur mon épaule, avec de la sauce tomate sur le pyjama. Je l'ai portée dans son lit en me disant que, peut-être, on allait enfin retrouver des soirées tranquilles, sans vérifier la porte toutes les 5 minutes. 3 jours après, alors que je faisais la vaisselle, un mouvement dehors a attiré mon regard. La voiture de Brian avançait à allure d'escargot dans notre rue, lui fixait nos fenêtres. J'ai attrapé mon téléphone pour filmer depuis la cuisine, prenant bien sa plaque et son visage tourné vers notre immeuble, alors qu'il est passé 2 autres fois avant de s'en aller. La vidéo affichait 19h43. J'ai aussitôt appelé le 17 pour signaler la violation, récupérant aussi les images de la sonnette qui montraient la voiture sous un autre angle. L'opératrice m'a expliqué que, grâce à l'ordonnance enregistrée, des équipes cherchèrent déjà Brian et, moins de 2 heures plus tard, le détective Guthrie m'a appelé. Il l'avait arrêté chez lui, ivre et en pleurs, répétant qu'il voulait juste vérifier si on allait bien. Brian a passé la nuit en cellule, et Guthrie m'a précisé qu'enfreindre une ordonnance menait direct à l'arrestation, sans sommation ni seconde chance, et que le juge envisagerait sûrement la prison ferme vu la rapidité de la violation. Ce week-end-là, pour la première fois, Alina et moi sommes allés au parc sans que je scrute le parking en permanence. Elle a vraiment joué au balançoire pendant que je lisais sur un banc, au lieu d'épier chaque passant. On s'est offert des glaces au camion, nourri les canards à l'étang, et personne ne nous a suivis, personne n'a laissé de messages bizarres, ou ne m'a donné cette sensation d'insécurité constante. Le lundi matin, Sienna m'a annoncé que la violation de Brian renforçait notre dossier, la preuve qu'il se fichait des décisions du tribunal, et le procureur réclamait la peine maximale, 6 mois de prison, suivi psychologique et traitement obligatoire contre l'alcoolisme. Elle m'a aussi dit que le juge n'avait pas du tout apprécié que Brian ait enfreint l'ordonnance en moins de 72 heures et qu'il risquait vraiment la prison ferme, pour notre sécurité et pour lui faire comprendre que ce genre de décision, ça ne se négocie pas. Anastasia nous a reçus pour une séance d'art-thérapie spéciale. Alina a peint en expliquant qu'elle se sentait nettement plus en sécurité maintenant que Brian ne pouvait plus débarquer à l'improviste. Sur son dessin, il y avait beaucoup moins de murs noirs, beaucoup plus de fleurs de toutes les couleurs, et quand Anastasia lui a demandé de représenter notre famille, elle nous a dessiné dans une maison avec de grandes fenêtres, à la place de la forteresse qu'elle dessinait sans relâche ces dernières semaines. Ma sœur m'a écrit pour me proposer de nous retrouver autour d'un café, dire combien elle regrettait d'avoir mentionné la pièce à Brian sans penser aux conséquences. J'ai accepté, mais à une condition, qu'on se voit 1 fois par mois maximum, et surtout, qu'elle ne partage jamais aucune info sur nos horaires ou notre localisation, à qui que ce soit. Elle a promis de suivre mes règles, sans discussion. 2 semaines après l'arrestation, Brian, en combinaison orange, a écopé de 90 jours de prison au centre pénitentiaire du comté, plus 2 ans de mise à l'épreuve, avec obligation de suivre une cure de désintoxication et une thérapie sur son comportement de harcèlement. Le juge a expliqué que cette violation prouvait un mépris total du tribunal et de notre sécurité, et que, cette fois, Brian avait besoin de conséquences réelles pour comprendre que ce n'était pas un jeu. L'avocat de Brian a tenté d'obtenir une remise pour les jours déjà purgés, mais le juge l'a coupé net. 3 jours derrière les barreaux, ce n'était rien, vu ce qu'il nous avait fait subir malgré l'interdiction formelle. Quand Brian est parti me noter, il semblait soudain minuscule, et j'ai réalisé que je n'avais plus peur de lui. Pour la première fois, le système jouait vraiment son rôle. Il ne se contentait plus d'enregistrer ses actes.
River Cavanaugh m'a appelé pour annoncer que l'école allait organiser une assemblée spéciale sur la sécurité et la reconnaissance des situations à risque, inspirée de notre histoire, même si notre nom ne serait pas cité. Alina était fière de penser que d'autres enfants apprendraient à dire stop si quelqu'un leur causait du malaise, et elle a demandé si elle pouvait aider à faire des affiches pour encourager à écouter son instinct quand quelque chose cloche. La conseillère a trouvé qu'Alina faisait preuve d'une résilience incroyable en voulant aider les autres, et que c'était une façon très positive de transformer ce qu'elle avait vécu. Il n'aura fallu que 3 mois pour enfin réussir à relâcher la pression, à cesser de sursauter au moindre claquement de portière, ou dès qu'on frappait à la porte à l'improviste. Le cabinet de ma psy était tout sauf accueillant, avec ce vieil escalier marron qui grinçait au moindre pas, mais j'y étais assise chaque mardi matin, à essayer de comprendre pourquoi je continuais à vérifier les verrous 5 fois de suite, même avec Brian derrière les barreaux. Elle m'a demandé de noter à chaque fois que j'avais eu peur dans la semaine, et j'ai rempli 3 pages, jusqu'au moment où elle m'a fait remarquer que la moitié de mes frayeurs ne venaient que des bruits normaux d'une maison la nuit. On a travaillé des exercices de respiration qui me paraissaient un peu ridicules au début, mais qui se sont révélés précieux les fois où je restais bloquée à fixer la caméra de la sonnette pendant 20 minutes d'affilée. Un après-midi, Alina est rentrée de l'école et m'a demandé si on pouvait organiser une fête pour sa pièce de théâtre, puisque la vraie avait été gâchée par l'arrivée de Brian. J'ai appelé 3 mamans et on a improvisé un goûter à la maison, avec un gâteau en forme de masque de théâtre, et tout le monde avait pioché des accessoires dans leurs coffres à déguisement. Alina a rejoué son grand monologue dans le salon, sous les applaudissements de ses copines qui lancèrent des confettis qu'on ramasserait encore des semaines plus tard. Le procureur m'a appelé pour m'annoncer que Brian serait libéré après ses 90 jours, mais qu'il irait directement dans un centre de soins pendant 6 mois, dans le cadre de sa probation. Sienna m'a rassurée. Elle suivrait tout via le tribunal et veillerait à ce que toutes les conditions soient respectées, y compris l'interdiction de contact. L'inspecteur Guthrie est passé pour clôturer le dossier, mais il m'a laissé son numéro direct en m'assurant qu'ils interviendraient au moindre souci avec Brian. Il a expliqué que la plupart des harceleurs lâchaient l'affaire après un vrai séjour en prison, mais qu'il valait mieux rester sur ses gardes, vu l'obsession dont Brian avait déjà fait preuve. J'ai remarqué qu'Alina ne gardait plus son sac à dos près de son lit et qu'elle l'a même complètement vidé pour la première fois depuis le début de toute cette histoire. Elle a demandé si on pouvait repeindre sa chambre pour l'été, preuve qu'elle pensait enfin à l'avenir, et non plus à fuir du jour au lendemain. Ma sœur s'est mise à faire les courses pour nous chaque dimanche et à déposer Alina à la danse le mercredi, sans jamais que j'aie besoin de le lui demander. Elle ne demandait rien de plus que ce que j'étais prête à donner et prévenait toujours avant de passer, au lieu de débarquer sans crier gare comme avant. Une grosse enveloppe est arrivée du centre de soins de Brian, avec l'entête du thérapeute, mais je ne l'ai même pas ouverte. Je l'ai rangée directement avec les autres documents officiels. Sienna m'a confirmé que je n'avais aucune obligation de lire quoi que ce soit venant de son équipe médicale et que garder nos distances restait la meilleure solution. La remise des prix de fin d'année a eu lieu dans le même auditorium où Brian m'avait attrapée, mais cette fois, j'ai regardé Alina traverser la scène pour recevoir son diplôme d'art sans balayer la salle du regard à l'affût du moindre danger. Elle a levé fièrement son certificat et m'a souri de toutes ses dents pendant que je la prenais en photo, exactement à l'endroit où tout avait basculé des mois plus tôt. Un matin, j'ai réalisé que cela faisait déjà 2 semaines que je n'avais pas vérifié la caméra de la porte en me levant. Les précautions étaient toujours là, mais désormais ça ressemblait plus à une ceinture de sécurité qu'à une armure. Alina m'a trouvé en train de ranger ses papiers d'école et m'a posé la question que je redoutais depuis que Brian avait débarqué à sa pièce de théâtre. « Est-ce que cet homme sera un jour mon papa ?» a-t-elle demandé en coloriant à la table de la cuisine. Je me suis assise à côté d'elle et je lui ai répondu non. « Tu as déjà toute la famille qu'il te faut ici, avec moi. » Elle a hoché la tête et s'est remise à dessiner, entourant sa feuille de fleurs. « Tant mieux. Je préfère quand c'est juste nous deux, » a-t-elle ajouté sans même lever les yeux. J'ai senti mon cœur se serrer, mais cette fois, c'était agréable. 6 mois ont passé et j'ai trouvé un nouveau logement à l'autre bout de la ville, avec de meilleures écoles et un petit jardin où Alina pouvait peindre dehors. Le camion de déménagement est arrivé un samedi matin et ma sœur a débarqué avec du café et des beignets, sans que j'aie rien eu à lui demander. Elle a attrapé des cartons sans un mot, et quand les cheveux d'Alina lui tombèrent devant les yeux, en portant ses affaires de dessin, ma sœur a sorti un élastique et lui a proposé son aide. Alina s'est laissée faire, bien sage pendant que ma sœur lui tressait les cheveux, exactement comme elle me le faisait quand on était petite, et je les ai regardés depuis l'embrasure de la porte en faisant semblant de regarder mon téléphone. On a tout déballé ce week-end-là, et Alina a choisi la chambre avec vue sur le jardin pour pouvoir observer les oiseaux en dessinant. L'inspecteur Guthrie a appelé le mardi après-midi, alors que j'accrochais des cadres, pour m'informer que Brian avait terminé son programme de soins sans incident ni tentative de contact. Il a précisé que le tribunal continuerait à surveiller, mais que Brian semblait avoir compris les limites et habitait désormais chez ses parents, dans un autre département. Je l'ai remercié, puis j'ai rangé les papiers avec tous les autres documents que je n'espère plus jamais avoir à ressortir. Alina a passé les semaines suivantes à planter des fleurs dans notre nouveau jardin, les ongles pleins de terre, le jean taché de peinture, en créant ce qu'elle appelait notre coin arc-en-ciel. Elle a accroché des carillons au grillage, peint des galets avec des mots inspirants trouvés sur Internet, et a vraiment transformé notre petit jardin en un endroit qui nous ressemble.
L'assistante sociale de l'adoption est venue pour sa dernière visite en juillet. Elle s'est installée à la table de la cuisine pour regarder Alina présenter ses dernières peintures pendant que je préparais de la citronnade. Elle a noté dans son rapport qu'on avait mieux traversé la crise que la plupart des familles et que notre lien était d'autant plus fort qu'on s'était protégés l'une l'autre. Après son départ, Alina a demandé si ça voulait dire qu'il n'y aurait plus de visites, et quand j'ai répondu oui, elle a esquissé une petite danse de la victoire dans le salon. Sa nouvelle école organisait des auditions pour le spectacle de talent de l'automne, et elle répétait sa chanson chaque soir après le dîner, transformant sa brosse à cheveux en micro tandis que je faisais le public, assise sur le canapé. Le soir du spectacle, j'étais assise au 3e rang, les yeux rivés sur elle pendant qu'elle montait sur scène avec une confiance incroyable, sans la moindre trace d'appréhension, juste l'impatience joyeuse de se produire devant tout le monde. Elle a chanté juste du début à la fin, et quand elle a salué le public, j'ai applaudi à m'en faire mal aux mains, sans jamais jeter un coup d'œil derrière moi ni me demander où étaient les sorties. Une année entière avait passé, et tout à coup, nos disputes tournaient autour de savoir si elle devait manger ses légumes avant d'avoir droit au dessert, ou pourquoi elle devait finir ses devoirs avant de regarder la télé. Le prénom de Brian avait disparu des séances de thérapie, puis la thérapie elle-même n'a plus eu lieu, parce que nos soucis étaient redevenus ceux de tout le monde. Nos samedis matins étaient à nouveau réservés à nous deux. Alina qui essayait de retourner les crêpes sans les faire tomber, tout en me racontant sa semaine à l'école. Elle avait grandi, ses cheveux avaient poussé, et cela faisait des mois qu'elle n'avait plus besoin de garder son sac à dos près de son lit. Ce samedi-là, elle ajoutait des pépites de chocolat à la pâte, même si je lui avais dit que nature, c'était meilleur pour la santé, et elle m'a regardée avec ce regard serein, débarrassée de toute peur. « Maman, est-ce que Sarah peut venir après le cours de danse aujourd'hui ?» m'a-t-elle demandé en arrosant ses pancakes de bien trop de sirop, et j'ai accepté, parce que c'est ça, une famille normale. On invite des copines, on met un peu le bazar, et on avance sans se retourner sur le passé. Voilà comment les choses se sont passées de mon côté. Maintenant, j'aimerais savoir ce que tu en penses. Laisse un commentaire, qu'on en parle ensemble.